Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et j'ai longtemps pensé et affirmé que les hommes qui frappent leurs femmes étaient des monstres. Sauf que j'avais tort. Vous écoutez Mansplaining épisode 106, Nos pères, nos frères, nos amis, les hommes violents ne sont pas des monstres. Un podcast Slate.fr. Les hommes violents envers leurs femmes ne sont pas des monstres, ce sont des mecs ordinaires. Hier, rien qu'en vous baladant dans la rue, vous en avez probablement croisé 1, 5, 10, et ça ne vous a pas sauté aux yeux, parce qu'en apparence, ils n'étaient pas différents des autres. Dans le livre qu'il vient de publier aux éditions Les Arènes, le journaliste Mathieu Palin parle de cette prise de conscience-là. Les hommes violents sont parmi nous. Ce sont nos pères, nos frères, nos amis. Nos pères, nos frères, nos amis, c'est justement le titre du livre, et j'ai eu la chance d'en parler avec son auteur. La norme en France, jusqu'à il y a très peu de temps, c'était un père chef de famille qui règle les conflits par la violence et qui assoit son autorité aussi par la violence. Dans les premières pages, Mathieu Palin y parle de l'affaire Harvey Weinstein et de MeToo, mais il évite le cliché qui consiste à faire de cette fin d'année 2017 un déclic qui aurait pu tout changer pour lui. Ce qui est un peu une manière de réécrire l'histoire, c'est de penser qu'il y a un déclic, vraiment comme un interrupteur sur lequel on appuierait et hop, la lumière s'allume. Je pense qu'il y a une conjonction de plusieurs facteurs qui arrivent à peu près en même temps dans ce qu'on pourrait appeler la vague MeToo, qui n'est pas immédiatement liée à l'affaire Weinstein, mais qui en découle. Pour moi, je pense que ça s'inscrit un peu plus là-dedans, avec un constat qui est de voir que je suis journaliste, donc quand même un métier dans lequel on est quand même censé sentir un peu le pouls de la société, et constat de voir que 10 ans de journalisme et pas un seul article, même pas un tout petit, j'avais pu écrire sur un sujet qui pouvait rentrer dans ce qu'on appelle, disons, les violences faites aux femmes. Donc là déjà, je me dis, bon, pour quelle raison je me suis pas intéressé à ces questions? Longtemps, on fait comme si ces questions n'existaient pas, et puis un jour, on ne peut plus. Et on réalise qu'il suffit d'écouter les femmes pour que soudain, les récits pleuvent. Toutes les femmes de mon entourage ont une histoire à raconter, qui est pas forcément une histoire de viol, mais des agressions sexuelles, des agressions tout court aussi. Il y a quand même la prise de conscience d'être passé à côté de quelque chose. Chez Mathieu Palin, parmi les éléments qui ont déclenché le besoin de se pencher enfin sur ces sujets, il y a sa rencontre avec Cécile, une jeune femme frappée par son conjoint, et dont l'histoire fait office de fil rouge dans le livre. Immédiatement, je crois ce qu'elle me dit et je vois qu'elle est mal en n'étant pas reconnue comme victime de violence de la part de son conjoint et voire même d'être considérée par la justice comme co-coupable, quoi, puisque elle-même sera condamnée à suivre un stage de responsabilisation à la violence. Donc il y a cette rencontre vraiment dans laquelle je perçois beaucoup d'injustice. Pour comprendre ce qui se produit dans la tête des hommes violents, Mathieu Palin décide alors d'intégrer un groupe de parole réservé à des hommes condamnés pour des violences conjugales. Il en tire d'ailleurs un podcast en 6 épisodes, intitulé Des hommes violents, et diffusé par France Culture en novembre 2019. Il y a cette possibilité d'entrer dans un groupe de parole. Le groupe de parole, je me le voyais comme vraiment, que je raconte un peu dans le livre, mais comme l'image qu'on a tirée probablement du cinéma ou de la littérature, des groupes de parole qui ressemblent en gros, grosso modo au groupe d'alcooliques anonymes, quoi. Et donc ça, j'avais envie d'y aller parce que je me suis dit, dans ces groupes, ça part initialement d'une reconnaissance d'un mal, leur reconnaissance d'être toxicomane, reconnaissance d'être alcoolique. Et donc, la parole commence par là, en disant bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 34 ans, et je suis alcoolique, et je suis toxicomane, et je frappe ma femme. Et voilà, ça, c'était pour moi le point de départ, et c'est la conjonction de tous ces facteurs-là qui m'a amené à m'intéresser au sujet. À l'écoute, l'une des choses qui m'avait marqué, et qu'on retrouve aussi dans le livre, c'est cette absence de manichéisme qui fait qu'on arrive avec des doutes et qu'on repart avec de la matière à réflexion. J'aime beaucoup le travail de Mathieu Palin et son sens de la nuance. Prenons les groupes de parole. Avant, l'idée que je m'en faisais, c'est qu'enfermer dans une salle des hommes violents avec d'autres hommes violents, même s'ils sont évidemment encadrés par des gens dont c'est le métier, ça risque de faire plus de mal que de bien. Ça me donne l'impression qu'ils vont se serrer les coudes, se trouver des justifications les uns aux autres et en sortir encore plus en colère. D'autres pourraient se dire qu'au contraire, c'est merveilleux de les faire parler parce que ça va leur permettre de prendre conscience des choses et aussi de faire enfin sortir leur agressivité. Mais pour Mathieu Palin, la réalité est plus subtile que l'une ou l'autre de ces visions. En fait, si on prend les groupes de parole comme la solution à un problème de société global qui est celui de la violence masculine, vraiment on croit au Père Noël. Mais si on prend ces groupes comme étant un outil dans une grosse boîte à outils dans laquelle on peut piocher pour essayer de faire avancer les mentalités, de faire réfléchir aussi les hommes sur
leur propre éducation, la manière avec laquelle ils se sont construits en tant qu'hommes, en tant que conjoints, en tant qu'amoureux. Ça peut pas faire de mal, disons. Et chez certains qui sont proches d'une prise de conscience, qui ont envie d'avancer, ça peut même être bénéfique. Et pourtant, il y a ça et là des instants d'espoir. Mais j'ai vu, en effet, des petits trucs bouger, des blocs de certitude un peu se fissurer par endroits, et une parole qui amène pas forcément celle qu'on a envie d'entendre, c'est-à-dire oui, c'est vrai, je l'ai fait, je regrette, j'étais affreux avec elle et je m'en veux et j'aimerais changer. Ça, c'est une parole que j'ai peu entendue. Mais parfois, ça amène une parole de souffrance qui dit je crois que je sais pas comment faire avec les femmes. D'ailleurs, peut-être que la meilleure solution pour moi, c'est de plus me mettre en couple, mais j'ai encore en moi la souffrance, qui était celle que m'a infligée mon père, qui frappait tout le monde à la maison, machin. L'expression de cette première souffrance-là, dans ces groupes de parole, parce que très souvent ils partagent quand même une histoire douloureuse avec, une rencontre de la violence assez jeune et tout ça. Cette parole-là, elle est intéressante, je pense, parce qu'elle permet aussi, de commencer à remettre en question un modèle paternel qui, dans l'immensité des cas rencontrés dans ce livre, pose problème. Il n'y a pas de profil type de l'homme violent, mais en compilant les témoignages des professionnels qui encadrent ce genre de groupe, on constate qu'il y a des points de convergence entre la plupart de ces hommes, et notamment des problèmes d'identification au père. En réalité, eux-mêmes ont souvent grandi dans la violence masculine. Autre motif récurrent, l'immaturité et la jalousie. En fait, beaucoup de ces mecs manquent terriblement de confiance en eux. Il y a un formateur, Michel Suard, qui est psychologue, qui a beaucoup travaillé sur les questions de violence, sur l'inceste aussi, mais qui lance un moment au groupe, le passage à l'acte violent est une marque de faiblesse. Et je me souviens très bien que après avoir dit ça, il y a eu un silence. Autant que tout le monde intègre cette phrase. Et c'était très juste, mais c'était difficile pour eux d'accepter que frapper était un signe de faiblesse. Et pour autant, c'était très juste. Et il y a, dans la remise en question de la figure paternelle, ou en tout cas de la figure de l'homme viril, un travail presque de révolution à faire, interne. Parce que ça veut dire remettre en question des modèles très anciens qui étaient les nôtres il y a encore pas longtemps. Ça demande une force mentale aussi, de dire, bon, bah en fait, j'ai eu tort de reproduire ce que j'avais vécu. Maintenant, il faut que je réapprenne tout, quoi. L'histoire de reconstruction, elle est là aussi. En multipliant les récits et les portraits, Mathieu Palin insiste sur le fait que ces auteurs de violences faites aux femmes sont aussi, en apparence du moins, des gens absolument comme les autres. C'est aussi pour ça que ce livre s'appelle Nos pères, nos frères, nos amis. C'est que ce qui peut étonner, c'est que justement, ce sont des personnes qui ont pu commettre des actes monstrueux, mais qui ne sont pas des monstres, qui sont des gens globalement plutôt bien insérés dans la société, avec des cercles d'amis. Moi, c'est des mecs avec qui j'ai ri, vraiment, avec qui je me suis bien entendu dans l'immense majorité des cas. Enfin, ça peut paraître dérangeant de réaliser que ce sont des êtres humains, tout comme vous et moi, avec des relations sociales plutôt normales. Mais par ailleurs, ils restent des hommes avec un comportement problématique parce que violent. C'est aussi perturbant que nécessaire. Il faut que chacun de nous ait conscience que les hommes violents n'ont pas l'apparence de monstres, qu'ils sont potentiellement très sympathiques, et qu'on peut tout à fait se marrer avec eux. Il n'y a pas écrit sur leur front « Je frappe ma femme ». Cette dualité-là, elle est compliquée à appréhender parce elle est complexe. En fait, elle nous sort du modèle un peu manichéen du gentil et du méchant. Ils sont les deux à la fois, en fait. C'est inquiétant parce que si c'était uniquement des vrais méchants comme on voit dans les dessins animés ou des méchants monstrueux comme Michel Fourniret, Guy Georges ou tous ces serial killers qu'on a condamnés à des peines irrépressibles, ce serait plus simple. On se dirait, bon, bah, ils sont pas très nombreux, ils sont vraiment très méchants. À la rigueur, il suffit de les mettre en prison pour préserver la société. Mais c'est plus inquiétant et plus grave peut-être parce que justement, les hommes violents sont bien plus nombreux que les quelques Michel Fourniret ou Guy Georges qu'on a eu en France depuis une cinquantaine d'années. Encore une fois, le boulanger du coin de la rue, l'entraîneur de foot de vos gamins, enfin, quelqu'un de tout à fait normal et très inséré dans la société, mais qui par ailleurs frappe sa femme. On voudrait croire que par un phénomène un peu magique, il n'y a pas d'homme violent dans notre entourage, et qu'on ne l'a jamais été nous-mêmes, d'aucune manière. C'est tellement plus confortable, alors que la réalité est tout autre. D'ailleurs, ce processus existe même chez les participants de ces groupes de parole, et plus largement chez beaucoup d'auteurs de violence. Si on les écoute, les hommes violents, ce sont les autres, et certainement pas eux. C'est une parole que j'ai entendue aussi dans ces groupes de parole, d'entendre des mecs pourtant condamnés qui disaient mais moi j'ai frappé personne, elle avait pas de bleu, en gros elle était vivante, quoi. Parce que l'idée d'être un vrai mec violent, c'est forcément le mec qui tue sa femme.
Et ça, je pense que c'est bien évidemment extrêmement nécessaire de médiatiser les féminicides et de les compter et de mettre des noms derrière les visages, derrière les chiffres, de mettre des histoires, de raconter ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui n'ont jamais été inquiétés par la justice, qui ont des comportements tout à fait problématiques, qui se rassurent en se disant mais attends, moi non seulement j'ai tué personne, mais ça va, personne n'a jamais porté plainte contre moi. Alors que on sait que les plaintes même si elles sont en augmentation, elles ne concernent sur la question des violences à peine 1 cas sur 5. Donc on est sur des chiffres qui sont à peu près autour du million d'hommes violents chaque année au sein de leur couple. Et 1 million sur une population française d'hommes en âge d'être en couple qui est autour de 25 millions, ça fait quand même un sacré pourcentage déjà. Pour alimenter sa réflexion sur le fait que tous les hommes ont, à des degrés bien sûr très différents, des choses à se reprocher dans leur façon de traiter les femmes, Mathieu Palin revient dans le livre sur une histoire personnelle, celle d'un baiser donné de force à une jeune femme lorsqu'il avait 18 ans. Se poser cette question et essayer de scanner un peu ces 20-30 dernières années, je pense que ça peut nous réserver des surprises. Moi, c'est un peu comme ça que je suis revenu sur cette histoire. L'histoire de cette fille embrassée de force quand j'avais 18 ans. Bah, j'avais beau scanner toutes ces années, je pouvais pas retomber sur zéro. Il me restait ce souvenir-là, quoi. Et si je l'avais encore en tête, de manière aussi fraîche, c'est, je crois, parce que déjà à l'époque, je savais que c'était problématique, que j'aurais pas dû faire ça. Je reviens sur le podcast Des hommes violents et sur son accueil. Quand il est sorti en 2019, il a rencontré un immense succès, ce qui n'a pas empêché certaines critiques, avec notamment la publication d'une tribune sur un blog Mediapart. Elle expliquait, je cite Mathieu Palin dans son livre, que sa série est sans doute le pire objet journalistique ayant vu le jour à propos des violences conjugales. C'est marrant parce que moi, j'étais assez naïf sur la construction de ce podcast. De manière générale, quand je travaille sur un sujet, je réfléchis à l'auditeur pour que tout ce que j'écrive soit accessible à n'importe qui. Mais j'essaie de pas trop anticiper la réception pour rester libre dans la manière d'appréhender les choses et au plus proche de ce que je ressens vraiment au moment de les vivre. Donc, j'avais pas trop anticipé la sortie et les réactions potentielles des militantes ou des militants féministes et tout ça. Mais la productrice de l'émission Les Pieds sur Terre avec qui je travaillais, Sonia Kronlund, avait assez peur de ça. Elle redoutait que cette série soit mal accueillie par des milieux féministes un peu à l'avant-garde sur ces questions. Il décide alors de contacter les co-signataires pour tenter de comprendre leur point de vue. Et il finit par rencontrer l'une d'elles, Véronique Perret, conseillère conjugale et familiale. Et quand on s'est rencontrés, en fait, on a réalisé qu'on était plutôt d'accord, en fait. Il y avait aussi, dans leur manière de publier cette tribune, c'était pas tellement ni contre moi ni contre le podcast, mais c'était plutôt un cri qui voulait dire, mais écoutez la parole des victimes. Pour des femmes qui ont été victimes elles-mêmes, pour des femmes qui sont sur le terrain tous les jours à se battre pour avoir un peu plus de moyens pour la prise en charge des victimes, entendre une série en 6 épisodes sur France Culture à 1 heure de grande écoute qui médiatise une parole d'homme violent enfermé dans le déni, je comprends que ce soit violent, justement, à entendre. Pour autant, je persiste à penser que c'est nécessaire, parce que ça permet aussi de ne pas voir l'autre, l'homme violent, comme étant une sorte de fantasme ou de monstre, mais quelqu'un de, justement, dangereusement banal. Le livre est aussi traversé par cette grande question. Est-ce qu'un homme violent, ça se répare ? Une fois encore, la réponse apportée est pour le moins nuancée. Une idée revient, à laquelle je crois fort, qui est que plus on prend le mal à la racine, plus on s'occupe des hommes lorsqu'ils sont jeunes, plus on augmente les chances qu'ils n'aillent pas vers la violence. Indéniablement, il est plus facile d'éduquer un enfant en construction que de déconstruire un homme de 50 ou 60 ans, ça paraît évident. Sur ce qu'il faut faire, je saurais pas trop répondre parce que c'est plutôt du ressort du pouvoir exécutif d'essayer de trouver des méthodes qui fonctionnent. Ce que moi je crois, c'est que la norme sur cette question des violences conjugales, elle bouge. Et on a des hommes violents parce que pendant des années et des années et des années, on a considéré que c'était normal pour l'homme de faire régner la terreur dans sa propre maison, quitte à le faire par les poings, que ce soit sur sa femme ou sur ses enfants. On aimerait évidemment que ce soit plus rapide, mais notre société est en train de modifier son rapport aux violences masculines, et ça a forcément un impact. Donc les choses évoluent, et la norme est en train de bouger, et en gros, même ces hommes qui sont dans le déni, je vois que s'ils sont dans le déni, s'ils sont pas capables de dire « je frappe ma femme », c'est parce qu'ils savent que c'est plus du tout OK de frapper sa femme.
Et donc cette évolution de la norme, elle doit s'accompagner, je pense, par une évolution aussi des comportements des proches de ceux qui peuvent basculer dans la violence. Pour qu'un homme devienne violent ou puisse exprimer sa violence au quotidien, c'est aussi parce qu'autour de lui, personne ne l'a arrêté. Parce que personne ne lui a dit, mec, vraiment la manière avec laquelle tu t'adresses à tes gosses ou à ta femme, c'est pas possible, ça me gêne, ça me met mal à l'aise. Et ça, c'est un peu de notre ressort à tous, au-delà, je veux dire, de ce que peut mettre en place un gouvernement ou un Grenelle ou n'importe quoi. En effet, l'éducation, on dit qu'il faut un village entier pour éduquer un enfant. Je pense que c'est un peu la même chose là sur cette question-là. C'est aussi ça la grande question. Comment on agit, nous, avec les hommes violents qui nous entourent, nos pères, nos frères, nos amis? Est-ce qu'on les autorise? Est-ce qu'on les laisse faire? Ou est-ce qu'on agit pour que cette violence-là, petit à petit, disparaisse avec les dernières générations? Je pense que ce serait peut-être plus efficace parce qu'en fait, vous avez beaucoup plus de facilité à changer parce qu'un proche, quelqu'un que vous estimez, pour lequel vous avez du respect, vous dit de le faire que parce que la justice rentre dans votre vie. Nos pères, nos frères, nos amis de Mathieu Palin est sorti le 12 janvier dernier aux éditions Les Arènes. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining@slate.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Nina Pareja. Réalisation, Mona Delahaye. À dans 15 jours pour l'épisode 107, un épisode un peu différent des autres, que j'ai hâte de vous faire écouter.